Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de choisir Telar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui Monsieur Guy Mafima Botoki, opposant politique au régime de Brazzaville. Au menu de notre entrevue, la mission du Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso à Paris du 24 au 30 août dernier. Nous aborderons également la fin du mythe de la boule avec la recrudescence des coups d'État en Afrique et nous bouclerons par une information selon laquelle le dispositif de sécurité a été renforcé autour du général Jean-Marie Michel Mokoko. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, monsieur Guy Mafima. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et très heureux d'être l'invité de votre magazine de ce jour. Et j'en profite pour, en tout cas, dire bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Soyez donc le bienvenu. Merci. Alors, vous avez appris, comme tous les Congolais d'ailleurs, qu'Anatole Koliné-Makosso a conduit une délégation, mais assez importante, de 9 ministres à Paris du 24 au 30 août dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mission effectuée par Anatole Koliné-Makosso à Paris? Monsieur Christian Perrin, lorsque cette mission a été annoncée par les autorités de Brazzaville, nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux sa fameuse note de la primature qui demandait en fait aux autorités consulaires de leur trouver des rendez-vous. J'ai eu à poster un texte, faire une publication sur mon profil où j'avais déjà parlé de la vadrouille. J'ai parlé d'une espèce de vadrouille de M. Koliné-Makosso et ses différents ministres. Je le disais de manière tout à fait réfléchie parce que nous savions pertinemment, en tout cas les autres, tous ceux qui travaillent avec nous, avec moi, savent pertinemment aujourd'hui quelles sont les relations, quel est le contenu des relations, quelle est la qualité des relations entre la France et l'Afrique. Et donc, nous avons parlé de vadrouille parce que nous savons pertinemment, et nous allons le démontrer de suite, que ça devait être un échec. Non seulement ça devait être un échec, mais ça devait être une honte pour le drapeau congolais. Non seulement c'est une honte pour le drapeau congolais, mais ça devait être un mépris face à tout ce que les Congolais subissent en termes de crise sociale et financière. Donc, par rapport à votre problématique, la problématique qui a été posée, je vais le circonscrire en 3 volets. Le contexte. C'est qui Koliné-Makosso? Pour moi, Koliné-Makosso, c'est un premier ministre par défaut. Souvenez-vous, c'est monsieur le général Louis-Sylvain Ngoma qui avait été approché par monsieur Denis Sassou Nguesso. Parce que monsieur Denis Sassou Nguesso, à ce énième coup d'État électoral, forfaiture, avait estimé avec la pression de l'extérieur qu'il fallait envoyer des signaux forts, notamment sur le plan de la décrispation et sur le plan de la gestion économique et financière du pays. Il a approché le général Louis-Sylvain Ngoma et celui-ci a fait 2 ou 3 exigences, notamment la décrispation, la libération des prisonniers politiques et surtout le choix d'un certain nombre de ministres dans des ministères clés, dans les ministères de souveraineté, rejetés par M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, Koliné-Makosso est venu un peu comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire le candidat de Mme Sassou, c'est-à-dire un peu comme le porte-flambeau de Christelle Sassou Nguesso parce qu'il est dans son courant. Donc, ce monsieur qui n'a ni légitimité historique, qui n'a aucun courant au niveau du parti au pouvoir actuellement, et qui n'a pas d'envergure non plus, se retrouve à la tête d'un ministère. Je tiens à vous signaler, c'est peut-être un soupe, vous ne le savez peut-être pas, la task force gérée par Ondongo. Ondongo, oui. En fait, ça a été un refus d'Ondongo d'être sous Koliné-Makosso. Refus d'Ondongo d'être sous Koliné-Makosso parce qu'il a estimé que ce monsieur, comme j'ai dit, n'a pas d'envergure, n'a pas une légitimité historique et surtout, il était très loin dans les ministères, dans les gouvernements précédents, derrière un certain nombre de figures dans lui. Oui, mais qu'est-ce qui aurait pesé tout de même pour qu'il porte son choix sur Koliné-Makosso à défaut de Louis-Sylvain Ngoma? Tout simplement parce que M. Sassou Nguesso a estimé qu'il ne va pas trancher. Il ne va pas trancher, il va chercher à naviguer à vue. Il va chercher à naviguer à vue. Et raison pour laquelle Koliné-Makosso, une fois nommé,
a voulu se donner une certaine crédibilité, une certaine légitimité. Et pour lui, la meilleure manière de faire, c'était de venir à Paris, qui jusqu'alors, depuis Hollande et tout le long, toute l'administration Macron, n'a fait que repousser en fait les avances de M. Denis Sassou Nguesso, repousser les avances de Clément Mwamba. Souvenez-vous encore, Clément Mwamba est passé 2 ou 3 fois ici, ça a été, comme on dit, un cheveu dans la soupe. Il a aperçu un passage. Voilà. Donc, Colonel Makosso vient avec cette volonté-là. Bonne volonté. Maintenant, je pense qu'il s'est trompé de contexte. Il s'est trompé de contexte, pourquoi? Parce que lui qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de crédibilité, il fait déjà, dans la forme, le choix d'un ministre qui s'appelle Christelle Sassou Nguesso dans sa délégation. En oubliant que M. Christelle Sassou Nguesso, ou en oubliant, en faisant semblant que M. Christelle Sassou est ce monsieur, est, comme on dit, le symbole même de ce que les Français reprochent au régime de Sassou Nguesso, qu'ils ont soutenu jusqu'à présent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un peu plus explicite pour l'intérêt de nos téléspectateurs? Parce que depuis Hollande, fin Hollande, début Macron, Paris a pensé qu'il arrive un moment où on vous accompagne. Sur le plan politique, ils ont fermé les yeux. L'arrestation des autres, je n'y reviens pas. Mais sur le plan économique, lorsque Brazzaville se retourne vers Paris pour les aider, entre guillemets, à asseoir une politique qui leur permette d'avoir des facilités au niveau du FMI, Paris fait un certain nombre d'exigences. Demande à Brazzaville, à Sassou Nguesso, de faire comme on a fait en Angola, comme le fait Tshisekedi, d'essayer de mettre un peu de l'ordre, ne serait-ce que de faire appliquer les 48 mesures. Mais parmi les responsables, nous y reviendrons, de la gabégie, de la dette congolaise aujourd'hui, il y a M. Christelle Sassou Nguesso. Donc, voir M. Christelle Sassou Nguesso se retrouver dans une délégation pour négocier avec Paris et avoir un accompagnement, ça a été quasiment une espèce d'insulte au bon sens. Donc, voilà la première erreur. Mais il n'est pour rien, le pauvre colonel Makosso. Il est soumis à un certain nombre de dictats des courants dont vous verrez ce que j'ai appelé le féticheur, M. Ngakala. Ça, c'est le courant de Christelle Sassou Nguesso qui impose, en fait, qui s'impose dans cette délégation. Et nous avons une délégation de 9. Vous avez dit tout à l'heure Denis Christelle Sassou Nguesso est même le visage que repousse la France depuis un certain temps. Voilà. De quoi parlez-vous exactement? Je parle par exemple des questions de Biamalaki. Parce que Paris, aujourd'hui, pourquoi Paris pas bloc? Paris ne veut pas faire un effort supplémentaire, par exemple, dans les négociations avec le FMI. Les négociations avec le FMI, c'est quoi? C'est essayer d'aider le Congo à avoir des facilités, un programme d'ajustement structurel. Mais ça sera au détriment de qui? Au détriment de Paris et des États-Unis, je m'explique. La dette congolaise, c'est quoi? La dette congolaise, c'est 65% avec les Chinois, la Chine, qui est devenue aujourd'hui l'ennemi numéro 1 des États-Unis et à une moindre mesure aujourd'hui de la France. Parce que Sassou, qui a été ramené par Paris dans les baskets de Paris pour reprendre le pouvoir, qui a fermé les yeux sur la victoire de Mokoko, a fait rouler, entre guillemets, excusez-moi le terme, Paris dans la farine. Parce que les intérêts, les marchés, qui a bénéficié de ces marchés? C'est la Chine. C'est de moindre mesure, la Turquie. Et pourquoi voulez-vous que Paris aille accompagner un régime pour effacer une dette qui va revenir, en fait, renforcer la place de la Chine dans la sous-région, ce que moi j'ai appelé le Big Bang géostratégique. Mais donc, pourtant, c'est bien l'aspect mis en avant par Anatole Koné-Makosso qui a déclaré, qui a affirmé d'ailleurs, je crois sur RFI, que la France a accepté l'accompagner dans les nouvelles négociations avec le FMI. Raison pour laquelle je dis où il est irresponsable, où il est incompétent, où il est médiocre. Est-ce que les gens se souviennent encore de Mathieu Pigas, de la Banque Lazare, oui. de Strauss-Kahn? Ce sont deux Français, entre guillemets, qui ont eu le feu vert de l'Élysée et de Bercy pour aider le Congo à restructurer sa dette. Quelle a été leur réponse? Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune volonté du côté de Brazzaville. Non seulement il n'y avait aucune volonté, mais la dette chinoise à l'égard de la Chine, à travers ce fameux partenariat Chine-Congo, et la dette à travers les traders ont quasiment, entre guillemets, rendu cette dette odieuse. Et ils se sont rendus compte que effacer ou accompagner à effacer cette dette-là, en quoi Paris, ça va revenir en faveur de Paris.
Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que beaucoup de gens oublient, qui a une minorité de blocage de DIMO du FMI? Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Et les États-Unis ont fait de la Chine aujourd'hui le principal adversaire systémique pour le monde de demain. Et donc, pour les États-Unis, tous ceux qui collaborent avec la Chine, qui sont devenus les poissons pilotes de la Chine dans la sous-région de l'Afrique, du bassin du Congo, qui est une région aux enjeux stratégiques, on va dire, considérables, automatiquement deviennent les ennemis des États-Unis et, dans une moindre mesure, de la France, qui accompagnait de manière aveugle, à cause de Le Drian, qui a mené une politique étrangère la plus nulle, excusez-moi le terme, de la France, qui a relégué la France aujourd'hui pratiquement au 6e, 7e rang, parce qu'ils se sont trompés sur l'homme Sassou, ou bien c'est l'homme Sassou qui a été plus malin que eux. Tous ces aspects, M. Collinet Makosso ne les a pas intégrés. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, allons plus en profondeur. Les gens oublient, M. Perra, le suicide, entre guillemets, de Christian Barros. Oui. Ils ont dit qu'ils ont été invités par le MEDEF. Je peux vous garantir, je peux vous dire aujourd'hui que l'une des raisons du boycott du MEDEF, c'est le fameux suicide de Christian Barros. Parce que pour le MEDEF... Tu veux nous dire que ça a été un assassinat, c'est pas... Pour le MEDEF, rien à voir avec un suicide. Vous avez eu un rapport d'autopsie depuis la mort de Christian Barros? Non. Vous avez eu, ne serait-ce que, on va dire, un communiqué du gouvernement congolais pour essayer de voir comment on peut donner des explications ou ouvrir une information judiciaire par rapport à ce suicide? Rien à voir. Ce monsieur a été quand même le patron du conseil d'administration de la CNCS. Ce monsieur fait partie du MEDEF international. C'est-à-dire qu'il était un des représentants des intérêts de la France au Congo-Brazzaville. Mieux, ça fait 3 patrons morts dans des conditions troubles au Congo-Brazzaville. Dernièrement, et pourquoi Brazzaville se livrerait-elle à ce genre de crime ou d'assassinat? Souvenez-vous, le fameux suicide arrive au moment où il y a eu l'affaire des 10 ou 20 milliards à la CNCS qui ont disparu, où on a cité Ambende. Et vous pouvez penser un seul instant qu'un petit gars comme Ambende peut se livrer à ce genre de trafic sans avoir un parapluie? La réponse est non. Est-ce que ce monsieur a voulu commencer à parler et aussi à l'esprit? Aujourd'hui, la dette du Congo-Brazzaville en tant qu'État à l'égard des sociétés françaises est considérable. Et monsieur Louis Barros, moi j'ai assisté à l'époque, quand j'étais à Brazzaville, à une rencontre à l'époque de l'ambassadeur Valette, je crois que c'était le 14 juillet, où l'ex-ambassadeur Valette a interpellé les autorités congolaises qui étaient là sur la dette du Congo à l'égard des entreprises françaises. Et le porte-étendard, celui qui faisait le plaidoyer qu'on paye les dettes des entreprises congolaises, c'est M. Barros aussi. Et lui, il sait pertinemment tous les trafics qui faisaient en sorte qu'on privilégiait deux fois les entreprises chinoises. Je vous plante le décor. Il se lance dans une visite où soit il ignore ces éléments, soit il ne se rend pas compte qu'ils sont plombés, leur voyage est déjà plombé. Ça, c'est au niveau du MEDEF. Mais est-ce que ce sont tous ces éléments qui vous ont permis de faire cette analyse avant même la mission, de conclure que finalement, ça sera une vadrouille? Mais bien entendu, nous avions tous ces éléments, parce que nous aussi, on travaille, cher ami. Et j'ai oublié de vous citer le rapport de COFAS. Le rapport de COFAS, ce service qui dépend aussi du MEDEF, qui est comme ça une cartographie qui permet aux entreprises françaises, au MEDEF en tout cas, d'avoir une cartographie sur le climat des affaires au Congo-Brazzaville. Vous avez parlé tantôt du classement du Congo par rapport à tous ces paramètres, que ce soit dans une business, il y a une controverse là-dessus. Oui. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, ils ont tous ces rapports-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir monsieur Collinet Makosso pour venir faire un soi-disant plaidoyer. J'y reviens encore sur le MEDEF. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de Dominique Strauss-Kahn et de Mathieu Pigasse. Pourquoi ils sont partis? Et ils ont été payés en milliards, ces gens-là. Mais ils sont partis. Avec quel résultat? Ils se sont rendus compte que le Congo n'aura jamais, en tout cas bien, je dis bien jamais,
des facilités au niveau du FMI, parce qu'il y a les États-Unis qui ont une minorité de blocage pour les raisons que je viens de vous évoquer, parce que le Congo est devenu le pays pilote de la Chine pour vendre le partenariat Chine-Afrique un peu partout. C'est aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui a influencé Kabila. Avec les résultats aujourd'hui, Tshisekedi qui a dit on stop, ce sont des contrats léonais. C'est le même. Mais qu'est-ce qui peut justifier finalement l'attitude de M. Anatole Koliné-Bakosso à insister sur l'apport de Paris dans les nouvelles négociations avec le FMI? Parce qu'il a rappelé ça encore dernièrement, je crois, hier ou avant-hier, au cours d'une conférence de presse, où il a insisté que Paris accepte de les accompagner. Est-ce que c'est juste, comme qui dirait, une opération de communication, de charme, de marketing politique? Une tentative plutôt de chercher, parce qu'il y a des... Bon, je préfère ne pas donner le nom parce que je n'ai pas la note. J'ai le nom, par exemple, du fameux lobbyiste, et à la fois français et congolais, qui l'ont convaincu qu'il pouvait avoir des résultats ici. Donc, je parlais tout à l'heure soit de l'incompétence, soit de la médiocrité, sinon de l'irresponsabilité. Comme j'ai dit tantôt, ce monsieur n'a pas d'envergure. Parce que lorsqu'on se lance comme ça dans une orientation, on essaie d'avoir tous les paramètres sur la table pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, le meilleur choix pour nous, pour avoir un accompagnement, c'est Paris ou ailleurs. Ça ne pouvait pas être Paris pour les raisons que je viens d'évoquer, et on ajoutera même au niveau du fond une autre raison. Mais peut-être parce qu'ils se sont dit dernièrement, lorsque le Congo accédait à l'initiative PPTE, c'est bien la France qui avait aidé le Congo par, on nous a dit que c'était des montages frauduleux, mais bon, qu'à cela ne tienne, mais tout de même, c'est Paris qui avait aidé le Congo. Et peut-être qu'ils se sont souvenus de cela et qu'ils se sont dit, repartons vers Paris, probablement qu'on peut faire quelque chose. Vous avez parfaitement raison, M. Christian Perrin. Belle relance, pourquoi? C'est là où je continue à penser que ces gens sont véritablement des incompétents ou ils n'ont pas une espèce de traçabilité. Tous ceux qui ont contribué à aider Sassou à avoir cette facilité, ce PPTE, sont soit à la retraite, soit très disqualifiés, soit complètement en dehors du circuit des décideurs dans ce pays-ci. Il suffit de regarder un peu, c'est là où je dis ces gens-là, soit ils sont des incompétents ou on a voulu leur bouffer de l'argent. Aujourd'hui, celui qui a la primature, c'est M. Castex. Castex, c'est un proche de M. Nicolas Sarkozy. Et M. Nicolas Sarkozy a une dent dure contre M. Sassou Nguesso, tout simplement parce que lors des élections où il était en face d'Hollande, il sait que Sassou Nguesso a financé Hollande. Et tous les gens, aujourd'hui, parce que Macron s'est appuyé sur les réseaux, notamment sécuritaires de Sarkozy. Darmanin, c'est un ancien sarkozyste. Castex, c'est un ancien sarkozyste. Et vous verrez pourquoi il n'a pas voulu recevoir Nicolas Sarkozy, comment vous l'appelez, Koliné-Bakosso. Donc, tous ces éléments, je me pose la question de savoir où ces gens sont des incompétents, des médiocres qui ne connaissent pas ce que c'est que le landerneau politique français, pour comprendre que beaucoup sont à la retraite ou nous les avons disqualifiés. Nous avons disqualifié Jean-Yves Olivier. Les gens ne le savent pas. Jean-Yves Olivier, vous le voyez encore traîner dans les boîtes de Sassou. Nous l'avons disqualifié avec Sassoufi. Nous avons disqualifié les Villepin. Ils sont nombreux que nous avons disqualifiés. Ils savent aujourd'hui que lorsqu'ils osent aller dans le dossier congolais, les Bafimba montent au créneau pour les disqualifier. Et nous sommes ici dans une démocratie d'opinion. Et monsieur, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Qui peut s'afficher avec un monsieur qui est devenu comme une espèce de repoussoir sur le plan international? Donc, tous ces éléments, ils n'ont pas pris en compte cela. Je vous donne encore un dernier élément. Monsieur Roux, qui est le patron du MEDEF, il n'a pas reçu Koliné-Bakosso. Il a envoyé son... Et pourtant, Koliné-Bakosso a dit qu'il a pu contacter quand même des opérateurs économiques français et il les a mis en contact avec les privés, c'est-à-dire les opérateurs économiques congolais. Comme quoi il a été reçu au MEDEF. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Et c'est ce qu'il a déclaré dans le magazine Jeune Afrique. Mais déjà, c'est une incongruité parce que l'université d'été du MEDEF n'est pas faite pour que les gens viennent contacter les entreprises. Où il ne sait pas ce que c'est qu'une université d'été. L'université d'été, c'est quoi? L'université d'été, c'est une rencontre. Quand c'est un parti politique, les politiques se retrouvent pour mettre en perspective, en fait, par rapport à cette rentrée, les actions,
les réflexions qu'ils auront s'il y a des échéances pour préparer les échéances. Les associations, c'est la même chose. Et l'université d'été d'un syndicat patronal qui est le MEDEF, ce n'était pas pour aller recevoir M. Colinet Makosso pour qu'il les mette en contact avec les entreprises. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, au temps du Zoom et autres, on pouvait le faire. Ce n'est pas ça. L'université d'été du MEDEF consistait tout simplement à se projeter par rapport aux élections présidentielles du passé et surtout tirer les conséquences de la Covid, qui a eu des dégâts, qui a créé des dégâts au niveau des entreprises françaises. Donc, c'est une incongruité. Quand je parlais tout à l'heure que le drapeau congolais est en berne, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, 9 ministres, qui est-ce qu'ils ont réfléchi pour se dire qu'ils vont aller à une université d'un syndicat patronal. Et un syndicat patronal pour un parti politique, M. Colinet Makosso, qui a écrit des livres sur le PCT. Mais il oublie que le PCT, c'est un parti social-démocrate, c'est un parti de gauche. Donc, un parti de gauche venir à un syndicat patronal pour défendre je ne sais quoi. Vous savez, nous sommes dans une espèce de... Marien Ngouabi peut se retourner dans sa tombe. Donc, quand j'ai parlé de vadrouille, c'est tout ça. C'est un paradoxe. Bien entendu, un parti de gauche qui va aller dans un syndicat, aller à l'université d'été d'un syndicat patronal pour dire quoi, pour défendre quoi? La cause des travailleurs, la cause des prolétaires congolais, des démunis congolais. Et lui, il a écrit un livre, Colinet Makosso, sur le PCT. Donc, ces gens, comme j'ai parlé tantôt, où ils sont médiocres, où ils sont incompétents, où ils sont irresponsables. Mais les trois à la fois, je pense. Et donc, lorsque nous avons parlé de vadrouille, nous avons eu tous ces paramètres-là pour démontrer que le contexte ne s'y prêtait pas. La forme est complètement erronée. Et quand je parle du fond, c'est-à-dire le COFAS, le rapport fait par Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse, les relations entre les États-Unis et la Chine, dont on sait que le Congo est devenu le pays pilote, les relations aujourd'hui entre la Chine et... Donc, tout ça, et bien entendu, ce que je vous dis là, c'est un scoop. Le suicide, entre guillemets, de M. Christian Barros a énormément pesé sur cette visite. Et M. Colinet Makosso, s'il m'entend, il sait que nous savons que ça a énormément pesé. Et ils doivent savoir que ça fait 3 patrons qui sont morts dans les conditions troubles au Congo-Brazzaville. Il y a eu Barouin, sous Sassou 1. Il y a eu le milliardaire australien qui est mort dans les conditions troubles. Et ces mines aujourd'hui qui sont vendues aux Chinois, comme par hasard. Et il y a eu Christian Barros. Et donc, lorsque un sociologue congolais a parlé d'un État cartel qui s'appelle le Congo-Brazzaville, que moi je nomme Sassouland, nous ne sommes pas loin. Donc, pour moi, cette vadrouille, et lorsque j'ai écouté, comme vous l'avez dit, M. Colinet Makosso parlait de succès, je me suis dit, bon, ce monsieur doit prendre les Congolais véritablement pour des cons. Mais comme nous ne sommes pas des cons, j'espère qu'à travers cette émission, nous avons réussi à édifier les Congolais du fait que ces gens sont véritablement des véritables canailles qui non seulement ont mis notre pays à sac, pillé le pays, mais aujourd'hui sont en train de discréditer le pays, tout simplement parce que, voilà, ils partent de forfaiture à forfaiture. Mais pourtant, on les a vus dans une salle d'attente. Enfin, ce sont les images que nous avons vues. Hein. Ils étaient là, les ministres, un peu assis comme des petits poussins, excusez-moi, entre termes, parce que on n'a jamais vu des choses comme ça pour les responsables politiques de Brazzaville. Mais cette fois-ci, en fait, ils étaient là, alignés. C'est comme s'ils attendaient que chacun soit reçu. Voilà, vous avez encore notifié quelque chose que moi m'a scandalisé en tant que Congolais. Pas en tant qu'opposant, mais en tant que Congolais. Pour qu'un Premier ministre soit là à aller rencontrer le conseiller Afrique, c'est-à-dire le conseiller Afrique de M. Macron. Il faut rappeler à M. Colinet Makosso que l'Élysée, il y a le patron, Macron, il y a le secrétaire général, et il y a le directeur de cabinet. Lorsqu'on vous envoie au niveau du conseiller, ça veut dire qu'on n'a pas voulu vous recevoir. Et lui, il ne peut pas à ce point discréditer le statut de Premier ministre en se retrouvant en face d'un conseiller. Non, c'est un conseiller, M. Paris. Et aujourd'hui, moi, Guy Mafimba, je suis opposant. Si j'ai envie de rencontrer M. Paris, c'est pas sorcier. Et ils sont là pour écouter. Enfin, lui, il est là pour faire la synthèse. Il n'est pas un décideur, un conseiller. Et donc, c'est une honte. Et vous avez aussi parlé de cette photo chez Mme Pompili, je pense, ministre d'État, ministre de l'écologie. Bon, elle devait se poser la question de savoir, mais pourquoi cet honneur? 4-5 ministres pour venir parler de quoi? Vous voyez bien? Mais en même temps, la ministre de l'écologie de la RDC, Mme Bazaïd, elle était à Glasgow
pour préparer, je crois, la COP26. La COP26, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même là où nous étions un pays leader en matière de transition énergétique, nous ne sommes plus parce que nous avons été écartés au profit de la RDC. Donc, à tous les échelons, à tous les niveaux, nous avons échoué. Mais la difficulté, c'est que ces gens ne savent pas se remettre en cause. Il a dépensé autant d'argent, il repart et il fait une conférence de presse pour dire nous avons, ça a été un succès. Et ce qu'ils appellent, eux, signer des, comment on appelle ça, les protocoles d'entente. Moi, je ne suis pas un diplomate, mais c'est quoi un protocole d'entente? Franchement. C'est comme je vais voir M. Barros, je dis, M. Barros, vous savez, j'ai telle superficie, j'ai envie. Ah bon, ça peut m'intéresser. Bon, on va signer un protocole d'entente pour voir si je peux commencer à venir. Attendez. Et ces gens balancent ça à Télé Congo à 20h pour donner l'impression que, voilà, non. Ceci a été une humiliation pour les Congo. Une humiliation. D'autant plus que le Premier ministre ivoirien, lui, il a eu droit à toutes les faveurs. Certainement que c'est les motards qui ont impressionné M. Colligny Makosso. Et on lui a donné 2 ou 3 motards. Peut-être les motards, c'est vous qui le dites. Mais alors, donc, finalement, cette mission économique écologique, on comprend très bien qu'elle a totalement échoué. En attendant, bien sûr. Dans la forme et le fond, ça a été non seulement un échec, mais une humiliation pour le Congo-Brazzaville. Humiliation pour le Congo-Brazzaville, vous avez dit. Alors, et en marge de cette mission, on a vu les ministres aller faire finalement des dépenses outrancières dans les shops de la place, et c'est en public. Comment peut-on analyser, sinon que dire de cette attitude des ministres d'un gouvernement, mais en plus d'un pays en pleine crise économique et financière? Parce qu'on nous a parlé des ministres qui ont fait les dépenses de l'ordre parfois de 27 millions de francs CFA, je préfère parler en termes de francs CFA pour que les Congolais comprennent. Mais non seulement cela, ils ont, disons, séjourné dans les hôtels où la nuitée coûtait pratiquement 3 millions de francs CFA. Mais évidemment, lorsqu'on entend ces chiffres. On échoue d'abord la mission, mais on échoue dans la mission. Les grandes dépenses. Non seulement on échoue, mais ceux qui vous ont reçu vous ont fait passer le message que repartez, allez appliquer les 48 mesures, repartez, allez décrisper le climat politique, libérer Mokoko et Okombi. Non seulement ils reçoivent ce message, mais comme la vadrouille doit continuer, il faut aller dépenser. Mais, Christian Perrin, moi je prends un air grave parce que chacun de nous reçoit chaque soir les doléances de Brazzaville. Il me manque ceci, il me manque cela, il me manque ceci. Un tel est mort parce qu'il me manque ceci. Et lorsque vous voyez des gens qui vont pour des nuitées de 4 900, aller dépenser, je ne sais pas, plus de 20 000 euros, je ne sais pas combien. Ce sont des criminels. Les gens sont des criminels. Parce que, à travers ces actes, ce sont les nôtres qui sont en train de mourir au Congo. Et que demain, qu'on ne vienne pas nous dire, parce que nous sommes des acteurs politiques, qu'on efface tout, on repart à zéro. Non. Ces gens-là, un jour, devraient répondre de leurs actes criminels devant les juridictions compétentes. Et ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à l'heure du numérique. Tout est tracé. Je dis bien, tout est tracé. Tout ce qu'ils ont fait là, nous avons recueilli les informations, comme vous le dites. D'ailleurs, mardi, le 21 septembre, vous allez avoir les premiers rapports qui sortent sur ces gens-là. Ça va sortir à travers l'association Ça suffit. Donc, une manière de dire que nous sommes à l'heure du numérique. Ces gens-là posent des actes criminels. Demain, ils répondront de ces actes criminels. Ensuite, le ministre disons, de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, s'est rendu en Turquie. Et certaines indiscrétions nous rapportent qu'il s'y serait rendu pour un accord de soutien militaire. Il faut laisser celui qui est une grenouille se prendre pour un buffle. Et moi, je pouffonne de rire à chaque fois lorsqu'on me parle de Christel Sassou Nguesso comme étant celui qui veut succéder à son père et autres. Autant la dynastie chez nous, il n'y a pas de succession dynastique, autant ce monsieur est dans une méconnaissance totale de l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. Croyez-moi, ce monsieur qui n'a ni légitimité historique, qui n'a ni envergure, qui n'a ni expertise, et pire, qui fait partie
des fossoyeurs de ce pays, en termes en tout cas financiers, peut se permettre comme ça, et il le fait. D'ailleurs, il a nargué même son fameux Premier ministre, parce qu'il avait ses propres bureaux, avec sa propre cour et sa propre communication, service de communication. On avait l'impression que c'est lui qui conduisait la délégation. Mais moi, je ne me suis pas trompé. Nous ne nous sommes pas trompés. Je vous ai dit tantôt, ce Colonel Makosso, c'est un porte-drapeau de Christelle. La preuve en est, lorsqu'on l'interpelle sur RFI, il a été incapable de répondre à des questions simples. Est-ce que ce monsieur n'est pas un fossoyeur dans votre délégation? Il a été incapable de dire, ah ouais, si, un jour. Non, bref. Il a dit qu'il n'avait aucun souci avec la justice, il ouais, n'avait ouais. pas un procès. Le jour où on va lui mettre, comme on dit chez moi, pour les cracas dans un aéroport de la place, j'espère qu'il fera aussi le même communiqué sur RFI ou sur votre antenne. Non, ce monsieur, c'est un rêveur. Et donc, lorsqu'il arrive à Paris, je vais vous résumer ce que j'ai entendu de l'oreille d'un décideur ici. Et il a dit, français, il est pédant, il est creux, et il est pédant, il est creux, il est arrogant. Donc, les deux reviennent pratiquement la même chose. Pédant, creux, arrogant. Donc, c'est l'image qu'il a donnée ici, ce monsieur. Parce qu'il pense que, comme j'ai dit tantôt, que nous sommes dans les années Chirac. Nous sommes dans les années Mitterrand. Encore Mitterrand était encore plus dur. Il s'est trompé carrément d'interlocuteur. Et donc, cet échec ici, où il s'est résumé à signer des protocoles d'entente avec des startups, on s'est même amusé à aller chercher. Il avait signé un accord avec une petite startup qui a pas un chiffre d'affaires, un capital de 200 000 euros, qui venait d'être créé là en mars 2021. Mars 2021. Donc, nous avons compris que, et lui-même, il a compris que ça a été un échec total. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rabattre du côté de la Turquie. Mais c'est là où je dis, ces gens-là n'ont aucune envergure politique. Mais la Turquie ne peut pas aller s'amuser dans le giron qui est le giron français ou américain. Et mieux, aujourd'hui, le Congo doit à la Turquie. Vous savez, le complexe hôtelier de Kintélé et le fameux bâtiment gouvernemental, place, comment j'ai appelé ça là, le ministère de l'Intérieur. Là, il y a le ministère de l'Intérieur. Tout à fait, oui. Mais c'est le financement turc des entreprises turques. Jusqu'aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à payer. Donc, lorsqu'il va là-bas, les Turcs doivent se dire, mais ces gens ne sont pas sérieux. Et comme vous avez dit, ils tentent comme ça, mais en fait d'impressionner. Nous sommes aujourd'hui dans une espèce de guerre psychologique. On y reviendra certainement. Parmi les courants du pouvoir, en fait. Et lui, comme il incarne un courant, il veut donner l'impression aux autres concurrents que j'ai pris de la longueur. Parce qu'il fallait voir sa photo en Turquie, drapeau congolais, l'autre avec son drapeau turc. Monsieur se prend quasiment pour... il se met déjà dans la posture d'un président de la République. Il faut le laisser rêver. Et donc, lorsqu'on observe cela, mais en plus, avec le climat qui aujourd'hui gagne du terrain en Afrique, notamment la recrudescence des coups d'État, ce que j'ai appelé d'ailleurs la fin du mythe de la boule, tel que les choses se précipitent de cette manière, est-ce que on peut craindre également un coup de force, par exemple, au niveau de Brazzaville, avec cette bataille de succession, à côté la recrudescence des coups d'État? Vous avez parlé si bien de la fin du mythe de la bolle. Effectivement, la bolle a permis la fin des tyrannies de l'époque qui s'appuyait sur la guerre froide, c'est-à-dire à travers l'URSS, pour imposer ses partis uniques et puis autres. La bolle est venue, mais la bolle n'a fait qu'accompagner un mouvement c'est là où a été l'intelligence de François Mitterrand. François Mitterrand a senti que s'il ne s'arrimait pas à la perestroïka et à la glasnost et à la chute du mur de Berlin, il perdait toute la zone francophone. François Mitterrand a fait la bolle pour ça. Il a accompagné en fait ce mouvement qui est parti d'abord des questions endogènes. Les Africains avaient besoin de liberté lorsque la chute, le mur de Berlin est tombé. Bref, après, effectivement, la bolle, la chute des tyrannies, c'est là où je parle maintenant des démocratures. Les tyrans se sont recyclés. Le nôtre, bon, il a eu 5 ans où on l'a mis à l'écart. Il est revenu, il s'est recyclé. En Côte d'Ivoire, on s'est recyclé. Un peu partout, on s'est recyclé. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle les démocratures. Et ces démocratures ont pour soutien, formel ou informel, malheureusement, la France, qui a fermé les yeux et qui est devenu aujourd'hui celui qui accorde un satisfecit sur les violations, les coups d'État électoraux
et les changements de constitution. Et celui qui est le porte-étendard, comme d'habitude, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empereur, qui a commencé à vendre ce schéma-là, c'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est parti du Burundi, les gens ne se souviennent plus. C'est lui qui avait poussé Nkurunziza, paix à son âme, de changer la constitution pour expérimenter cela. On sait où qu'est-ce qui est devenu du Burundi aujourd'hui et de Malheureusement, oui. Et aujourd'hui même, j'ai appris qu'il y a eu encore les rebelles qui ont attaqué à l'aéroport, là, des roquettes et autres. Donc ça continue. Et je l'ai dit il y a 2 ans, à peu près, nous sommes à la fin d'un cycle. Et les Français, comme d'habitude, sont toujours en retard pour comprendre cela. C'est la fin d'un cycle. Ce n'est pas parce que pour les beaux yeux, non. Nous sommes à l'heure du numérique. Demain, cette émission sera suivie un peu partout au Congo, sans pourtant qu'on se déplace au Congo-Brazzaville. Donc, comme quoi, cette fois-ci, la France n'a pas eu un bon visionnaire comme François Mitterrand, c'est ça? Qui n'a pas vu avant. Exactement. La France, lorsque Compaoré chute, tombe, la France aurait pu prendre corps pour dire arrêtez-moi avec cette histoire de changement de la Constitution. Les démocraties, là, n'en veulent pas parce que les populations africaines jeunes, décomplexées, avec l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, ne vont plus l'accepter. Ils vont créer ce qu'on appelle les coups d'État 2.0. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est le coup d'État 2.0. Un petit coup de feu, on prend, comment vous l'appelez, Alpha Condé, on le montre. Sans résistance en plus. Il n'y a plus rien. Les populations sortent. Pourquoi? Parce que les conditions sont réunies. La fin des démocratures, c'est quoi? Les démocratures, d'abord, c'est quoi? C'est des tyrannies teintées de velours démocratique. Or, les faits marquants d'une démocrature, c'est les populations ne veulent pas du dictateur. Le dictateur a une cour autour de lui et il s'appuie sur une garde prétorienne pour rester. Et il a une capacité de corruption nationale et internationale pour faire en sorte que la francophonie, l'organisation de la francophonie, le CEMAC, lorsqu'il a fait ses élections, ses syndicats de chefs d'État arrivent, Paris arrive, ah, vous avez gagné les élections, merci, félicitations, monsieur le chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Les populations se rendent compte que, bon, avec la violence, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec les diasporas, et ça, il faut rendre hommage à nos diasporas, même si on se fait 2 fois harakiri, mais le travail que vous faites, monsieur Christian Père, tous les médias de la diaspora, c'est un travail important, mais important de conscientisation. S'il y avait que Téléfoufou, comme je l'appelle, on ne serait pas arrivé à ce niveau du combat. Donc, lorsque nous arrivons comme ça à faire en sorte que les coloniaux Makoto viennent prendre une claque lors de leur vadrouille ici, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait au niveau des réseaux sociaux et autres. Donc, je disais, ces démocratures-là, c'est la fin d'un cycle. Et ça va aller crescendo. On a eu le Burkina, on a eu le Mali, on a eu le Tchad, on a eu la Guinée. Ça va continuer. Mais il y a un élément, 2 éléments qu'il faut souligner. Premier élément, c'est ce que j'ai appelé le Big Bang géostratégique. Au moment où la France est en train d'accompagner, les États-Unis, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Les États-Unis se disent, ah non, si on laisse ces pays-là basculer dans les girons chinois ou russes, nous allons tous à perdre. Comme la France est en train d'accompagner sans se rendre compte, la Chine est devenue quasiment la sous-traitante, la puissance sous-traitante de la Chine, nous allons nous-mêmes monter au créneau. C'est ce qu'ils ont fait au Burkina. Les gens oublient que Zida a été retourné par les services secrets américains, celui qui était le patron de la garde présidentielle de Compaoré. Les gens oublient que Doumbaya, là, il a été Africom. Les gens oublient que Goïta a été... Donc, le Big Bang géostratégique, pour 2 raisons. Les enjeux géostratégiques, c'est-à-dire les matières premières stratégiques, et la Guinée est en plein là-dedans. Alpha Condé, boudé par les Américains, boudé par les Français, et il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas avoir des facilités au niveau du FMI, avec la minorité de bocage. Il s'est retourné du côté des Chinois. Les Américains ont dit, on pousse. Ils l'ont poussé à la sortie. Les mêmes raisons, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le cas du Congo est à ce point patent. Pour la fin. Et donc on peut craindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup de force au Congo avec tous ces éléments que vous venez de mettre sur la table. Le problème, aujourd'hui, au Congo, nous avons deux pistes qui dépendent aussi de l'attitude de M. Sassou Nguesso. Et j'en profite pour interpeller ce papa, parce que c'est notre papa. Il y a 2 attitudes. Il a vécu comment son ami Ibeka est parti. Il a vécu comment son ami Déby est parti. Là, il vient de vivre comment part son ami Alpha Condé. Il est malheureux, là. Il est troublé, là. Il a 2 pistes. Où il comprend que nous pouvons sortir par le haut
ce qu'on appelle un compromis politique historique, la paix des braves, parce que le Congo n'a plus besoin de violence. Et il y a un monsieur qui est le dénominateur commun, parce qu'il a fait en 93, 90, c'est le général Mokoko. Le général Mokoko, lorsqu'il il a les sphères du pouvoir, il a les leviers du pouvoir, a évité à la fois la vendetta, les revanches et la continuité d'un système qui avait mené le pays nord. Donc, il y a un dénominateur commun avec lequel, je pense, il faut discuter. Ça, c'est la première piste. Sinon, la deuxième piste, la convergence de la crise sociale, économique et financière, ventre affamé, la pointe d'oreille, la position stratégique du Congo-Brazzaville, parce que Kinshasa est tombé, entre guillemets, dans les girons américains. L'Angolais est tombé, il est cerné, le Congo est cerné. Donc, deuxième élément, les enjeux géostratégiques, nous avons des matières premières stratégiques au Congo. Donc, alors, troisième oui, élément, je finis là-dessus. Je vous en prie. Cette mobilisation de la diaspora et des populations en interne qui veulent vraiment la liberté, si ils ne consentent pas à trouver, à mettre en exergue la première hypothèse, comme je disais tantôt, le compromis politique historique, nous allons arriver inéluctablement à une chute de ce régime dans les conditions soit du Mali, soit de la Guinée, soit malheureusement du Tchad. Oui, mais pendant que vous parlez du compromis politique, nous apprenons par exemple, sinon, en fait, ce sont les informations qui nous ont été remontées, que le périmètre, disons, le général Jean-Marie Michel Mokoko, les dispositifs de sécurité ont été renforcés. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est la peur de le voir échapper ou qu'est-ce qui peut être préparé dans ce sens? Pourquoi le renforcement de ce dispositif de sécurité? Craint-on un coup d'État? À mon sens, c'est la bataille au sein du pouvoir, du système. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'écuries. Il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir Mokoko ou Okombi dehors, pour des raisons qui ne sont même pas, on va dire, pertinentes, parce que ces gens, ce n'est pas des revanchards, ni Okombi, ni Mokoko. Donc, cette bataille-là fait en sorte qu'aujourd'hui, certains, pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, ils ont fait une analyse tout à fait pertinente, en se disant, on va arriver inéluctablement. Donc, ce que j'appelais moi le Ndika, à la mouise, ventre affamé, les gens à un moment vont dire non, je vais faire le Doumbaya au Congo et tout le monde va applaudir. Et c'est ce qui va se passer à Brazzaville. C'est ce qui risque de se passer à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des concurrents. Il faut les mettre sous le bois, sous cloche. Donc, c'est un courant. Ce que nous avons comme information, je crois que les autres aussi peuvent avoir cette information. C'est un Ça dit courant. quoi? Ça dit quoi exactement? L'information, c'est un certain nombre d'acteurs politiques et militaires qui pensent qu'il faut le remettre, le général Mokoko, à la maison d'arrêt. Et le patron de l'hôpital militaire, le général Ibata, non, il dit non. Et il n'est pas le seul. Beaucoup, au sein de la force publique, comme au niveau de la classe politique, même lui-même, Collinet Makosso, je peux vous le dire. Collinet Makosso est rentré à Brazzaville, il a contacté le général. Il a contacté le général. Mais je le dis parce que c'est encourageant, je l'encourage d'ailleurs. Ben, naturellement, c'est une information que vous nous donnez. Là. Il faut qu'il écrive une histoire. Il faut qu'il écrive une page de l'histoire. Le peuple lui sera reconnaissant. Peut-être que le président Sassou a besoin de ça. Il a contacté. Mais par contre, il posait plutôt une condition, comme quoi le général devrait écrire pour demander. Il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Mais je pense que la réponse du général, comme celle de Mokoko, est la même. Nous n'avons pas à demander pardon, à faire je sais pas, de la contrition ou quoi. On a fait quoi? Tout ce que nous demandons, c'est qu'on trouve un compromis politique historique. On n'a pas à faire ça. Nous ne sommes pas arrivés là parce que nous sommes des voleurs de patates. Donc, il a contact. Et ils sont nombreux comme ça dans la classe politique, au PCT. Et ils sont nombreux à nous écrire pour nous dire il nous faut la décrispation, sinon le pays ne marchera pas. Et c'est ce qu'on a dit à Collinet Makosso ici en France. Tant que vous allez garder ces deux personnages politiques, Mokoko et Okombi en prison, il n'y aura pas ce que nous avons appelé, nous, la jurisprudence grecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous décrispez, on va dans une espèce de concertation minimale, on parle pas de réforme nationale, et on va maintenant reconquérir une nouvelle légitimité pour que cette nouvelle légitimité d'un certain nombre d'acteurs puisse aller négocier avec les bailleurs de fonds internationaux pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de sortir le Congo de cette crise
multidimensionnel. Donc, cette espèce de, moi j'appelle ça du cafouillage, j'appelle ça du chantage quasiment, où ils ont demandé au général Mokoko, en fait, c'est une note presque verbale du ministre de la Défense, mais ce n'est pas le ministre de la Défense, il y a quelqu'un derrière lui qui lui demande, qui a demandé au ministre de la Justice qu'on ramène le général à la maison d'arrêt. Et les médecins disent non, sa santé ne le permet pas de repartir là-bas. Et à cela, il faut ajouter à cela d'autres voix des éléments, enfin, des officiers de la force publique et des politiques, pas des moindres, qui disent non, on ne veut pas repartir à zéro. Allons droit à la décrispation. Et nous encourageons. Et j'encourage M. Collinet Makosso, même si je suis très dur avec lui, de dire, M. Collinet Makosso, continuez sur cette voie. Peut-être que demain. Oui, mais tant que le général ou André au Kombi-Salissa ne demanderont pas la grâce, ça sera un peu difficile à en croire. Collinet Makosso, c'est bien cela, c'est ce qu'il a déclaré. Il faut qu'il y ait une demande de grâce. Monsieur Christian Perrin, la politique, c'est un sacerdoce. Chacun de nous vient en politique, il sait pourquoi il vient en politique. Pour avoir côtoyé André Okombi-Salissa, je n'étais pas dans le même camp que André Okombi-Salissa. Les gens sont souvent surpris. André Okombi-Salissa, c'est le front 400. Moi, je suis de Poto-Poto. Notre maison a failli être cassée par le front 400. Donc, moi, je suis un lissoubiste, moi. Mais pour avoir côtoyé ce monsieur, j'ai compris que ce monsieur a des convictions fortes. La politique, pour lui, c'est un sacerdoce. Donc, s'il acceptait d'aller en prison aujourd'hui, alors qu'il avait tous les privilèges, et je suis témoin oculaire, tous les émissaires qui arrivaient à son domicile, tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela. Il dit non, il est temps aujourd'hui qu'on change de main. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aller dire ah, pardon par rapport à quoi. Quant au général Mokoko, j'ai côtoyé aussi, j'ai été très proche des Saint-Syriens qui s'appellent le général Yombi Opango, père son âme. Ce sont des gens qui ont une rectitude éthique et morale. La politique n'est pas venue par le Saint-Esprit, non. C'est une conviction forte. Et il n'a pas demandé pardon. Et ces deux personnages ont été préparés pour ça. Se sont préparés à ces conditions. Donc, ce n'est pas là qu'il faut trouver le problème. C'est ailleurs. Je parle d'un compromis politique historique. C'est ce qu'on appelle la paix des braves. Si M. Collinet Makosso, M. Sassou Nguesso veulent prendre le statut des hommes d'État, ils doivent habiter cet esprit du compromis politique historique, la paix des braves. Un exemple simple, regardez ce qui se passe en Angola. L'UNITA et le MPLA se sont battus pendant combien d'années? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a eu des milliers de morts. Le corps de Savimbi a reçu les honneurs. Tous ceux qui ont été sont en train d'être indemnisés. Réconciliation fondamentale, véritable. C'est cela les hommes d'État. Et j'interpelle ces deux personnages, que ce soit M. Sassou Nguesso, parce qu'ils doivent penser à demain, à leur progéniture. Nous ne serons pas là à oublier tout le mal qu'ils sont en train de faire. Mais s'ils posent des actes véritablement qui vont dans le sens de l'apaisement, de la décrispation, nous pourrons les accompagner. Et j'encourage M. Collinet Makosso, même si je suis très, très, très dur avec lui de temps en temps. Alors, ce sera donc la toute dernière question. On va revenir sur les coups d'État, donc la recrudescence des coups d'État en Afrique, des coups d'État qui sont curieusement bien accueillis par les populations africaines, par la jeunesse actuelle, mais qui ne sont pas du goût des organisations internationales, la CEDEAO, l'Union africaine. Comment interpréter cette divergence d'appréciation de ces coups de force? Mais c'est tout simplement parce que ces organisations, prenons le cas de l'Union africaine. L'Union africaine, le président lui-même le disait, il dit non, c'est un syndicat des chefs d'État, c'est un syndicat des chefs d'État. Ils ne sont pas en phase avec les aspirations des peuples. Par exemple, laquelle il faut refonder tout simplement ces choses-là. Et il faut le dire, c'est aussi une génération. C'est aussi une génération des gens qui ont une espèce de complexe comme ça à l'égard des autres et qui ont une autre conception de la vie, pas de la vie politique, mais de la vie en tant que telle. Parce que la vie, ce n'est pas seulement la vie politique. Moi, je me surprends toujours à voir les gens qui s'accrochent au pouvoir à 25 ans, alors que moi, je suis un homme, je suis un épicurien, moi. Si je passe, je sais pas, 10 ans déjà dans la non, pour moi, non. Donc, voilà, ils ne sont pas en phase. M. Perrin, prenons un exemple simple. Aujourd'hui, le nombre de nos jeunes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée et autres. Est-ce que vous avez déjà vu des gens convoquer un sommet, ne serait-ce que pour ça? Ils ne sont pas en phase avec les populations. Ils sont là parce que c'est un syndicat de chefs d'État.
ils ont des besoins de privilèges, ils ont besoin de bouffer, comme on dit vulgairement chez nous, et autres. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Au contraire, je suis très heureux parce qu'il y a une prise de conscience. Celui qui parle que le 21e siècle sera africain, moi, je suis de plus en plus convaincu. Lorsque j'entends le discours de ce colonel, j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez suivi son discours. Il n'était même pas encore, il avait conduit une délégation, ils étaient en formation en France. Lorsqu'il parlait aux officiers français, mais écoutez son discours, il me fait penser à la période révolutionnaire de Thomas Sankara, de Marien Ngouabi. Mais à eux maintenant de tirer les enseignements de l'échec, entre guillemets, de Thomas Sankara et de Marien Ngouabi. Parce que, et de Lumumba. C'est-à-dire, nous avons eu la période de Lumumba, qui était dans le frontal, Marien Ngouabi, Thomas Sankara dans le frontal, et aujourd'hui, eux, ils doivent tirer des enseignements. Moi, je pense que c'est une nouvelle catégorie, une nouvelle classe des officiers, que j'appellerais des officiers patriotiques révolutionnaires, un peu sous le registre de Jerry Rawlings, et qui essaie comme ça de donner une dignité aux Africains et de se dire, nous ne sommes pas aussi plus idiots que ça. Nous avons tout. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Et donc, et eux, ils sont en face avec ces populations-là. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Au contraire, on doit se réjouir. Et faisons en sorte que le travail que vous faites, le travail que nous faisons, nous puissions comme ça continuer à conscientiser les populations congolaises qui sont encore un peu en marge parce que, bien entendu, embrouillées, bien entendu, écran de fumée avec ces discours ethnocentristes, Congo du Sud, Congo du Nord. Je venais de suivre sur votre antenne dernièrement, hier ou avant-hier, un compatriote. Bon, je n'ai pas pu finir l'émission parce que, voilà, j'étais, à mon âge, je me dis, bah, il vit dans quelle planète, ce monsieur, quoi? Il vit dans quelle planète? Moi, je suis marié partout. Bah, j'ai 6 sœurs mariées partout. Bon, il va me parler de Congo Sud, Congo Nord. Bah, mes neveux, je vais les mettre où? Ils vivent dans quelle planète? Ils sont en déphasage et ils vont partir parce que c'est la fin d'un cycle. S'ils ne prennent pas le taureau par les cornes. Eh bien voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci Guy Mafiba d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, grand merci de nous avoir choisis encore aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre canal d'information, TLR TV, mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker, cela nous permettra d'améliorer nos performances. Je vous dis donc à bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.